Bonjour à tous, bonjour Daniel Sibony. Bonjour Antoine. Vous publiez aux éditions du Retrait un livre qui reprend en fait certaines de vos chroniques, des observations que vous avez faites depuis le début de la crise sanitaire jusqu'à donc très récemment, jusqu'au printemps dernier. Titre du recueil, l'expiation dans la pandémie. Alors dans le judaïsme, on le sait, il existe un jour pour ça, le Yom Kippourim, qui permet donc d'expier faute personnelle, faute collective. Et puis on dit aussi que les épreuves servent parfois d'expiation. Cette crise sanitaire fut de toute évidence pour tout le monde, à la fois individuellement et collectivement, une épreuve. Qu'est-ce que nous aurions donc eu à expier et que nous continuons peut-être encore d'expier? Vous savez que d'abord la question qu'est-ce qu'on expie, c'est une question que se sont posées toutes les cultures. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? Et vous savez que le génie des prophètes hébreux, ça a été de dire aux Juifs que votre exil, votre malheur, la ruine, Jérusalem, tout ça, c'est de votre faute. Vous expiez vos fautes. Ce qui, en partie, est inexact, parce que ce petit État hébreu, il était sur la voie de passage, vous savez, entre les empires du Nord et les empires du Sud, entre l'Égypte, Babylone, etc. Donc un jour ou l'autre, avec ou sans faute, avec ou sans péché, il aurait été balayé. Mais c'était génial de dire c'est de votre faute comme ça. Et les gens, ça leur donne un petit capital d'amélioration, de culpabilité positive. Maintenant, pour revenir à ça, effectivement, je me suis dit, et vous savez aussi au moment des grands fléaux dans la Grèce, on dit, quel est ce message que nous envoient les dieux? Qu'avons-nous fait? Il faut faire des sacrifices, etc. On n'en est pas là. Moi, je fais une analyse plus rationnelle en disant que, et c'est clair que ça a été une épreuve, et que peut-être que la vraie épreuve, ce n'était pas le virus, c'était la gestion du virus dans les collectifs, dans les pays, etc. Et je me suis intéressé à la gestion occidentale, c'est-à-dire en Amérique, Canada, Europe, Israël aussi. C'est la même gestion qui considère le peuple comme un système à gérer. Et ce qui m'a frappé, c'est que au début, à travers les mensonges, les incapacités, etc., mais qui auraient été celles d'autres, il ne s'agit pas de dire ceux-là ont été spécialement nuls, pas du tout. C'est qu'à travers toutes ces contradictions, ce qui m'a frappé, c'est que, alors que le virus arrivait, que les tests ont été assez rapidement opérationnels, qu'on pouvait distinguer entre les gens contaminés et les gens qui ne l'étaient pas, vu qu'on avait fait toutes sortes de bêtises, y compris dire les masques ne servent à rien, alors qu'il n'y en avait pas. Donc, au lieu de faire une séparation, et puis on aurait eu deux groupes, l'un des personnes atteintes qui se soignent ou pas, d'ailleurs il n'y a pas besoin parfois de se soigner, et ça aurait fait un lien vivable en foutant la paix aux autres avec les gestes barrières, tout ce que les distances sociales et tout. Non, on a tout mis dans le même sac parce que c'est plus facile. C'est aussi pour éviter la contagion quand même, il faut dire. Mais justement, ça a accentué la contagion. Parce que quand vous mettez tout le monde dans le même sac, le virus il circule d'autant plus. Et après, il faut attendre que les gens viennent se déclarer. Et après, vous entretenez les courbes. Et après, il se passe le même phénomène, c'est-à-dire si vous confinez, les courbes baissent, si vous déconfinez, les courbes montent. Et on a eu ça 3 fois. Donc je me suis dit, il y a eu là une phobie de la différence, de marquer une différence, bien sûr, qui pouvait ressembler à de la discrimination, mais qui n'a rien à voir avec les discriminations actuelles. On n'a pas voulu dire, bon, ceux qui sont atteints doivent être séparés du reste et les autres vivent normalement. Voilà, c'est ça que vous nous dites. Respectueusement, et on aurait, à la limite, les autres livrés à leur vie normale, auraient même plus contribué. Peu importe, ce qui m'a intéressé, c'est donc le symptôme
phobie de la différence. Et pourquoi? Et parce que, bien sûr, ça évoque les discriminations, donc les discriminations de type racial, antisémite, etc. Et aujourd'hui, quand on dit discrimination, c'est le mot terrifiant. Mais en même temps, et dans le discours social, vous savez que la différence sexuelle aussi, elle est très suspecte. On voudrait ne plus parler de différence sexuelle. On voudrait ne plus parler de différence identitaire. Alors que la différence sexuelle est là, les différences identitaires sont là. Mais donc, il y a une idéologie du refus. La désessentialisation voilà, de la phobie de la différence qui frôle aussi la phobie des éléments distingués. Et le peuple juif se définit quand même par une différence. La différence, c'est qu'il a été distingué, ou il s'est distingué en apportant ce sacré bouquin, la Bible, et qui dit que voilà, il a un lien privilégié. Alors, l'événement, attendez, vous dites que l'événement de la pandémie a mis en lumière deux dimensions, on va ressaisir le problème, deux dimensions de notre société, donc l'une névrotique, c'est celle dont vous nous parlez à l'instant, c'est-à-dire de ne pas faire de distinction, et l'autre perverse. Peut-être on peut dire un mot aussi de cette dimension perverse. Oui, alors la dimension névrotique, c'est la culpabilité de faire la différence. Oui. Hein. C'est donc, à la limite, et j'y insiste quand même, aujourd'hui, vous jugez quelqu'un qui a commis un délit. Vous lui infligez une peine, vous, le juge. Très vite après, vous êtes coupable de l'avoir puni, parce qu'il devient une victime. Vous comprenez? Donc, c'est très pervers. Et là, je passe à la dimension perverse. Donc, la dimension névrotique, qui est la culpabilité de distinguer, ce qui est un acte minimal, distinguer entre rouge et vert, blanc et noir, etc. C'est essentiel, justement pour ne pas faire de discrimination. Et l'autre dimension que j'ai appelée perverse, vous savez, la perversion, j'ai écrit un bouquin autrefois là-dessus, c'est un montage assez complexe, mais l'élément simple, c'est qu'il s'agit de casser l'autre, c'est-à-dire de faire que l'autre ne puisse pas s'exprimer, ne puisse même pas se manifester, ne puisse pas exister à la limite. C'est-à-dire, et comment ça a fonctionné, ce cassage de l'autre, c'est-à-dire d'à peu près tout le monde, eh bien, au nom d'une loi qui s'est affichée scientifique. Oui, alors vous dites, tout ça a été au nom de la science, enfin au nom de la gestion par les médecins, etc. Alors que ce n'était pas ça. Alors que la science en question était plus que rudimentaire et surtout contradictoire. La vraie science, c'est celle qui a trouvé le vaccin, qui a affiné les tests, des choses comme ça. C'est la science dans les labos. Mais la science qui dit, voilà, je cite le cas où deux experts, l'un disait, oui, quand la température augmente, le virus agit moins, et l'autre à côté, dans la même émission, disait, oui, là, la température a augmenté, alors le virus agit plus. Alors on peut constater aussi que plus les mesures étaient finalement générales et fortes, plus elles paraissaient, elles étaient habillées d'une sorte d'altruisme. Il fallait porter le masque pour les autres, il fallait se faire vacciner pour l'immunité collective, pour en finir avec le virus, comme si la contrainte était le signe de la solidarité, comme si la privation de liberté, finalement, était un signe de moralité. Là, il y a aussi un peu de perversion, finalement. Bien sûr, oui. Et c'est là aussi que toute une éthique, entre guillemets, de « moi, je fais tout pour l'autre », alors que chacun travaille bien son petit ego, son petit égoïsme, etc. Mais on affiche, on fait tout pour l'autre, l'autre c'est celui qui me détermine, enfin toute une rhétorique qu'on connaît et qu'on a fait avaler par petites doses en infantilisant d'une façon extraordinaire. Mais ce qui m'a aussi frappé, et c'est pour ça que j'ai pris la peine d'écrire ces notes que je disais plutôt oralement, c'est que cette gestion de la pandémie, gestion occidentale encore, qui a été copiée dans les pays maghrébins, etc., qui eux n'avaient pas les mêmes structures, c'est encore plus catastrophique, mais cette gestion, elle a scanné le tissu social, elle a scanné la société. Et on a eu des surprises, parce que, prenez l'histoire des masques, on a manqué de masques, mais n'importe quel...
l'État révolutionnaire, vous savez, sous la révolution de 89, il manquait de salpêtre, ben, il a fait un appel, tout le peuple a amené le salpêtre et l'armée française, qui était en pleine conquête, a eu son salpêtre. On manquait de masques, on aurait demandé au peuple de faire ses masques dans les 24 heures, tout le monde aurait fait le masque, mais ce n'était pas dans le cadre. Et c'est très important de savoir que on est dans un système qui fonctionne d'abord pour lui-même, pour son fonctionnement. On a un besoin vital de masques. On a vécu sans masque, ça veut dire qu'on a contaminé à tour de bras. On a vécu presque 1 mois et demi sans masque. C'est énorme, c'est impensable. Et pourquoi? Il fallait attendre qu'ils viennent, parce que les circuits ne s'y prêtaient. Enfin, il fallait entrer dans le cadre. Et là, c'est une maladie, mais intrinsèque, et qui est gérée de façon perverse. Cette maladie, c'est que, on dit on est dans une société de consommation, les biens sont disponibles. Non, vous ne consommez pas ce que vous voulez, vous consommez ce qu'on veut que vous consommiez, parce que c'est dans le bon cadre. Et on vous fera toutes les manips possibles pour vous amener dans le cadre qu'il faut pour consommer ce qu'il faut. Or là, c'est tout le collectif qui avait des besoins précis, des respirateurs. Pourquoi un pays super industriel, 5e puissance du monde, pourquoi il ne fabrique pas d'art la quantité d'aspirateurs? Pourquoi un pays qui dit « nous sommes en guerre » ne fait pas des hôpitaux de campagne avec simplement des infirmiers, des respirateurs, des lits, sans faire les grands équipements hospitaliers? Pourquoi? Parce que ça n'entrait pas dans le cadre. Et pas parce que ça passe par manque d'argent. Parce que vous le savez, l'argent a coulé à flot. Les milliards ont circulé, ça a affolé l'opinion. Je vous arrête, Daniel Simoni. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de complotisme en disant cela? Justement, je vois pas. Vous êtes en train de remettre en cause. C'est le système. Mon avantage sur les complotistes, c'est d'abord que je ne suis pas fou. Et deuxièmement, c'est que ce que je montre dans ce livre, c'est la logique du système. Il n'y a pas besoin de supposer que quelqu'un, qu'une instance est là pour décider qu'on fera peut-être pas du tout. C'est que le système tout seul, je cite, fonctionne très logiquement et très tranquillement pour que ce ne soit pas vos besoins qui soient entendus, mais les besoins du système. Je cite l'exemple d'amis chercheurs. J'ai un ami chercheur en biologie qui a mis 18 ans à obtenir l'autorisation de tester une molécule qu'il a inventée, là, dans un hôpital parisien, pour activer les fécondations. 18 ans. Et il m'a raconté toutes les arcanes, et on ne peut accuser personne. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi que la logique du système veut que sa valeur suprême, à lui, c'est quoi? C'est d'être inattaquable. C'est-à-dire que vous ne puissiez pas le critiquer. Et en effet, vous ne pouvez pas le critiquer. C'est en ça que les complotistes se font la partie trop belle. Ils inventent des instances qu'ils peuvent accuser de toute leur rage. Mais non, il n'y a pas d'instance. Il y a un système qui fonctionne tout seul. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de faire fonctionner le système? C'est sûr que ça exigerait une plus grande présence, une plus grande participation. Il y a des politiciens qui ont pensé quand même, il faudrait que les gens participent, etc. On sait ce que ça donne, mais l'important c'est déjà d'y penser. Moi je suis un chercheur, je n'ai pas le fantasme de donner les indications. Beaucoup d'auteurs ont ce fantasme, il faut qu'ils voient comment le monde va se transformer sous leurs indications. Ce n'est pas mon cas. Mais si vous réfléchissez à ce que je mets en avant, en œuvre, il y a des problèmes passionnants, notamment sur le lien, la dialectique entre l'individuel et le collectif. Vous imaginez ce petit virus, dès le début, il nous a convoqués, il nous a dit « Est-ce que vous pouvez vous conduire individuellement, collectivement, comme un collectif ?»
est-ce que chacun de vous peut se conduire comme un peuple? Ben, ça, c'est un niveau de conscience maximal. Évidemment, tout a été zappé. Au lieu de faire attention à ça, ben oui, qu'on explique, qu'on dise, voilà, nous sommes à un événement historique, on a un virus qui est très spécial entre nous. D'où il vient, là encore, les complotistes, eux, ils savent, mais maintenant, ça commence à être établi que c'est un lapsus, c'est un acte manqué d'un labo de recherche. Un acte manqué, ça a des significations. Et donc, on avait des occasions, justement, d'une prise de conscience formidable, du lien entre individus et collectifs. Et il se trouve que ce lien très étroit a été vécu. L'histoire des applaudissements, l'histoire des solidarités, tout ça a été vécu, mais comme une possibilité d'une solidarité plus grande, qui évidemment serait formidable, mais je ne suis pas un rêveur. J'en pointe la possibilité. Ce qui a aussi montré la possibilité, enfin en tout cas le retour à l'idée de nation peut-être. Finalement les virus, ils sont nationaux. À chaque fois on a à la fois une lettre grecque qui est universelle et puis à chaque fois on a l'appartenance nationale de ce virus, le virus anglais, le virus... Je croyais que vous alliez dire que l'idée de nation dans les... Et les frontières qui ont été fermées aussi. Oui, voilà, l'idée de nation devient, voilà, une incitation à penser, peut-être qu'il n'y a pas que des crétins qui pensent à l'idée de nation, que penser à la nation et voir où elle va, peut-être que à l'occasion de ces événements terrifiants, c'est une bonne chose d'y penser. Voilà, alors avant d'oublier, donc, avant de tout oublier, il faut profiter de cet instant qui continue encore pour réfléchir avec Daniel Sibony et ce livre donc qui s'appelle L'expiation dans la pandémie, qu'avons-nous payé aux éditions Le Retrait. Merci Daniel Sibony, merci beaucoup pour votre attention.